tous. Ce soir, dans le cadre de notre cours public, nous vous présentons une farce intitulée « La guerre des sexes, un point, c'est trop ». Une comédie en un acte sur l'écriture inclusive qui représente la façon dont les débats complexes sur l'évolution de la langue se voient souvent traités, ou plutôt non, caricaturés dans l'espace public. Surtout lorsque les politiques s'en mêlent et les récupèrent pour leur bien collectif à eux. Ce soir, nous ne sommes donc pas dans la serre, au quai d'Angers, nous sommes au théâtre des débats bouffes. Le décor qu'il vous faut imaginer est celui d'une salle de classe. Vous n'êtes pas assis sur des chaises en plastique bleu, mais sur des bancs en bois. Vous avez un peu mal aux fesses et froid aux jambes, car vous êtes en culotte courte à l'école de la République. Oui, vous toutes et tous et toutes, vous n'êtes pas des spectateurs hérissses, vous êtes des enfants et vous attendez la maîtresse. La maîtresse, c'est elle. Elle est féroce et féministe. L'académicienne que voici, et dont voici la belle épée et le bel habit vert immortel, écoute à la porte de notre classe. Enfin, avec un peu de chance, nous serons tous sauvés par le vengeur masqué que voici, qui prépare son entrée avec son cheval invisible. Et moi, je suis un enfant, et comme vous d'ailleurs, je suis en classe et j'attends la maîtresse. Vous êtes gentille. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Et toi aussi, futur mâle arrogant, tu te rassois. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On se met à l'écriture inclusive. Fini le masculin qui l'emporte sur le féminin ou fait voir enfin les femmes dans la langue. Alors, fini et au feu les droits de l'homme avec un grand H. Au feu les grands hommes qui ne seraient rien sans les femmes. Et au feu l'homme est mortel. Nous aussi, on est mortels et on est bien vivants. Où sont les femmes parmi vous, les grandes femmes? Il n'y en a pas. Les filles, grands, ce n'est pas une question de taille. Contrairement à ce que pensent les hommes, c'est dans la tête qu'on est grande. Je vous rappelle que vous êtes les femmes de demain. Faites entendre votre voix. Elles se taisent. Elles ont peur. Leurs voisins, ces hommes et ces fils d'hommes, leur ont trop pris la parole. Filles de femmes, faites de la place sur vos bancs, étalez bien vos jambes, poussez les garçons, on a fini de vous faire taire. Non, pas toi, on t'a trop entendu. Au nom de tous les hommes, tais-toi. Et j'espère que vous êtes toutes contentes. Eh oui, on passe au féminin pour tous. Enfin, pour toutes. Pour que tous les futurs hommes parmi vous vivent enfin la douleur de toutes les petites filles et de toutes les femmes piétinées par ce monde sexiste. Répétez après moi, nous sommes toutes contentes. Nous sommes toutes contentes. Voilà. Nous sommes quoi? Vous avez pas l'air contente. J'ai dit de répéter, nous sommes toutes contentes. Répète. Je suis toute contente. Non! Toi, tu es content tout seul. Au singulier, on ne change rien puisque tu es un garçon. Répète après moi, garçon. Je suis content tout seul puisque je suis un garçon. Oui, mais vous êtes toutes contentes. Mais vous êtes toutes contentes. Non, c'est vous qui êtes contentes, vous, pas moi. Ah, je savais bien que vous étiez pas contente. Et puis c'est pas de ma faute à moi si les hommes sont plus grands que les femmes. C'est pas ta faute à toi, c'est celle de ton père. Nouvelle leçon, l'accord de proximité. Alors, on accorde l'adjectif avec le sujet le plus proche, le féminin, si ce sujet est féminin, ce qui donne les garçons et les filles sont belles. Répétez après moi, les garçons. Mais madame, s'ils ne sont pas beaux. Tu veux dire s'ils ne sont pas belles? Oui, s'ils ne sont pas belles ou si elles ne sont pas beaux. Alors, les garçons et les filles seront laides.es. Jure-moi, petit homme mortel, qu'à partir d'aujourd'hui, tu mettras un point médian sur tous les mots. Mais où? Au début, à la fin, sur les i? Oh, mais n'importe où, on s'en fout. Jure-moi sur
ta mère, qui elle au moins une femme. Papa dit qu'il ne faut pas jurer. Tais-toi et jure. Je le jure. Bon, on passe à La Fontaine. Allez. Le Corbel et la Renarde de Jeanne de La Fontaine. Voilà. Maîtresse Corbel, sur son arbre perché tenait en sa bec une fromage. Maître Renard. Maîtresse. J'y arriverai jamais. C'est trop dur. Point E. Puis papa dit que c'est ridicule, que de toute façon vous êtes une féministe hystérique comme toutes les féministes. Ton père est-il un homme ou une femme? Est-ce qu'il fait la cuisine? Bien sûr, mon papa c'est le roi du barbecue. Je hais les hommes. Est-ce qu'il te fait apprendre ta femme? Ou est-ce qu'il lit le journal dans son fauteuil tout en faisant ses petits commentaires minables sur les femmes qui réclament les mêmes droits que les hommes? Non, pas du tout, papa lit pas le journal. Il fait des mots croisés. Ah, j'exècre les papas. On reprend. Maîtresse Renarde. Quand on agresse la langue française. On agresse La Fontaine. On le maltraite. Et toi, malheureux enfant qui sait à peine parler, on te maltraite? J'aime pas trop la poésie, je suis plutôt Pokémon. Oh! Il est plutôt Pokémon. On le maltraite. Oui, bien sûr. Il n'aime pas la poésie quand la poésie est torturée, menacée par ce péril mortel à base de points pathétiques et de proximité de péripatéticienne. C'est quoi, maîtresse, une péripatéticienne? Mais tu demanderas à papa. Je suis là, enfant. Viens te cacher sous ma coupole. Je pourfends les évolutions de la langue à la pointe de mon épée. Oui, je la vénère, l'embaume et la préserve du passage du temps. Elle est mon amie, ma momie. Que personne n'y touche ou ne me la dérobe. En voleur, à l'assassin, en justice, juste ciel. On la parlera comme j'ai dit qu'on la parlerait. Si je dis la Covid ou Madame le ministre, c'est que la règle est d'or parce que c'est la mienne. Le français est à moi. Vous m'entendez? À moi. À bas les mauvais parlants. Je veux faire pendre tout le monde. Toi, viens ici, enfant de la patrie. Viens à mes côtés, noble enfant, avec ta langue impure. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard de la langue est levé. L'étendard de la langue est levé. Voyez-vous dans nos salles de classe mugir ces féroces enseignantes. Elles viennent jusque dans vos bancs, égorger vos fils et vos fables. Aux hommes citoyens, ce péril est mortel. Non, 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 que la langue française demeure la plus belle. Maintenant que vous vous êtes fait bien plaisir, rendez-moi cet enfant. Il doit apprendre l'égalité entre les hommes et les femmes. Ah non! Rendez-le-moi. Il apprendra d'abord l'accord du participe passé avec le COD du verbe avoir, après qu'il soit placé. Non! Avoir quand il est placé devant. Oh, d'abord l'égalité. Non, d'abord le participe passé! Oh mon Dieu! Mais qui est-ce? Ce n'est pas un rêve. C'est le vengeur masqué! C'est bien moi. J'ai entendu vos craintes et vos querelles. Viens, enfant, prends ma main. Ne t'inquiète pas, j'ai entendu ta frayeur. Ton chant t'a résonné jusque dans mon sang. Et
Moi aussi, je veux que la langue française soit la plus belle du monde, comme ta maman. C'est pas ma maman, c'est mon papa la plus belle. Mais je vous reconnais. Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Peu importe qui je suis. Mais si, c'est vous. Je vous reconnais avec vos lunettes. Et déjà la semaine dernière, vous êtes venu jouer ici à la Marais, même que vous avez triché et que vous avez gagné. C'est dégueulasse. Mais tais-toi donc, tu fais un petit peu dans la salle. Ah. Ici. Française. C'est français. C'est française. Je veux lutter contre les violences conjugales, car c'est pas bien. Oui, je veux que les hommes cessent de taper sur leurs femmes, car c'est mieux de ne pas le faire. Oui, je veux que les femmes gagnent leur vie autant que les hommes. En tout cas, je veux le dire car elles le méritent. Oh oui, je veux le dire. Je veux le dire car je veux dénoncer le harcèlement jusque dans nos campagnes. Non, le harcèlement de nos compagnes. Donc ça oui. Mais non. Non, je ne veux pas, ça non. Grand Dieu a non, que l'on mutile notre langue française. Oh, c'est de moi ça, mutile notre langue française. Ni ne veux-je qu'une élite inconsciente menace notre patrimoine. Ça aussi, c'est de moi. C'est quoi une élite inconsciente? C'est moi. Bon, ça va, on peut communiquer tranquille, oui? Pardon, monsieur. Monsieur le ministre. Ah, t'avais gardé tricheur là. Pardon, monsieur le ministre. Ni ne veux-je que la respiration de la langue soit mise à mal par quelques partisanes hystériques. Oui, bien sûr. Enfin voilà. Moi, le vengeur masqué, dorénavant, je veux interdire l'écriture inclusive à l'école. C'est fini là, c'est là que vous applaudissez. Mais alors, elle est interdite ou elle n'est pas interdite? Vous n'êtes jamais très clair, mais alors là, bravo, vous avez fait très fort. Dorénavant, je veux interdire l'écriture inclusive à l'école. Grèce, pourquoi il dit qu'il veut? C'est interdit ou c'est pas interdit? S'il veut, lui, il peut ou il peut pas? Papa dit que quand on veut, on peut. Papa ne parle pas le politique. Ah, ça va, j'ai compris. Ah, dis merde, je l'interdis, voilà, je l'interdis. L'écriture inclusive à l'école est interdite. Voilà, vous êtes contents? Oui, on est toutes contentes. Merci. Oh, oui, merci, monsieur le ministre vengeur masqué. Vous leur avez bien fermé leur bouche. Oh non, c'est leur bouche que vous avez bien fermée avec un E, parce que le COD, la bouche, est placé devant le participe passé fermé. Ne me remercie pas, je ne fais que mon travail. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que l'on découpe les mots n'importe comment. La langue, c'est pas du saucisson. Ça, c'est pas de moi, ça. Dommage, c'est bon, ça. Vive la langue française et vive la République. Un point, c'est trop. Non, un point, c'est trop. Et puis c'est tout. Et je peux jouer au Pokémon? Non, toi, tu viens danser avec moi, comme la semaine dernière à Marelle. Musique! Merci à toutes et tous. Enfin, merci à tous et à toutes. Les enfants, l'égalité dans la langue, on laisse tomber. Demain, on regarde un C'est pas sorcier sur les châteaux de la Loire. Paraît qu'il y en a de très bien à côté d'Angers. Avant toute chose, je pense qu'on peut applaudir la troupe du quai, les actrices et les acteurs. Merci, bravo, merci Damien, Emeline, Charline. Bravo. Pour cette farce autour de l'écriture inclusive.
On reviendra sur cette farce au fur et à mesure de la soirée. Bienvenue dans la serre du Quai Centre Dramatique National, dans cet espace atypique où il fait très chaud ce soir et dédié aux formes en marge, en dehors, à côté des spectacles, aux formes atypiques et aux formes populaires. Bienvenue à cette nouvelle cour publique. Les cours publiques ont été initiées dans la cour logistique à l'été 2020. Elles ont pour ambition de faire se croiser paroles savantes, gestes artistiques et paroles populaires autour de sujets d'actualité, aux prises avec l'actualité. Ce soir, la question « À quoi sert de faire évoluer la langue ?» Pour chaque cours public, un théoricien, une théoricienne, un spécialiste de la question. Ce soir, elle est maîtresse de conférences en linguistique à Paris 4, Sorbonne. Elle est autrice et dramaturge. J'ai le plaisir d'accueillir Julie Neveu. Bonsoir Julie, bienvenue. Bonsoir Je vous en prie, prenez place. Bonsoir. Et j'ai oublié de rajouter qu'on a un petit dispositif un peu particulier en ce printemps 21, vous l'aurez vous-même constaté, afin d'augmenter les jauges qui nous sont allouées, aujourd'hui à 65%, un dispositif qui nous permet d'être également en direct sur notre site internet et sur YouTube. Donc j'en profite pour saluer les spectateurs du web par la même occasion. En tout cas, bienvenue Julie, on est ravis de vous avoir. Et moi aussi, je suis ravie. Pour démarrer, tac. Excusez-moi. Voilà, bonsoir Julie. D'ordinaire, habituée à faire le portrait d'une époque, ou plutôt de celles et de ceux qui parlent, ceux qu'on appelle des locuteurs, et dont vous parvenez à faire le portrait à travers leur langue, ce soir c'est d'abord de votre portrait dont il est question, et que j'ai l'honneur de m'essayer, en quelques mots, à faire, justement. Percer les émotions dans les mots, révéler le sentiment, le sublime dans la langue, voilà votre leitmotiv, Julie Neveu. Normalienne, agrégée d'anglais, how come, welcome. Enseignante en littérature à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, Aujourd'hui, vous êtes maîtresse de conférences en linguistique à l'université Paris 4, Sorbonne Nouvelle. Vous vous définissez plus comme une enquêtrice linguistique que comme une linguiste. Écouter, vérifier, traquer les tics de langage, décrire, comprendre comment les mots MOTS sont toujours un point de vue sur le monde, une métaphore, un parti pris. Nos mots, s'ils entreprennent de décrire le monde, ils sont référentiels, décrivent surtout la façon dont nous le percevons. Écrivez-vous la construction de la référence. C'est le postulat de la linguistique cognitive que vous enseignez à la Sorbonne et c'est votre credo. Rien d'étonnant alors que le théâtre, dont la pratique repose sur des partis pris esthétiques et des interprétations du monde, soit également une de vos passions et l'une de vos disciplines en qualité de dramaturge. Drôle de mot d'ailleurs que dramaturge, qui en Allemagne signifie plutôt auteur, et en France signifie plutôt celui qui travaille dans l'ombre du metteur en scène et de l'auteur, à lui apporter des appuis, des références historiques, contextuelles. Puisqu'on parle de théâtre, La guerre des sexes, un point, c'est trop. Comédie en un acte sur l'écriture inclusive, jouée par la troupe du Quai à l'instant, ou en début de cette cour publique. Et de vous, chers dramaturges, bravo et merci pour ce cadeau. C'était une comédie inédite. À autrice, vous préférez le terme de auteureux, mais ça ne s'entend pas. À ce titre, vous avez publié en 2013 John Donne, Le sentiment dans la langue, aux éditions Rue d'Ulm, ouvrage consacré au sentiment tel qu'il se love corps et âme dans le discours poétique de John Donne, poète anglais fin 16e, début 17e. Plus récemment, en 2020, vous publiez « Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous », paru chez Grasset. Un essai passionnant dans lequel, Julie Neveu, vous examinez plus de 100 de nos expressions, rappelez leur origine et étudiez leur emploi actuel pour faire notre portrait à partir de nos mots. D'une plume savante, drôle et savoureuse, vous proposez une enquête jubilatoire. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. Alors que la Covid déclenche une épidémie de nouveaux mots, que l'écriture inclusive est objet de débats politiques, comme on l'a bien vu dans cette farce, que le débat sur les langues régionales est explosif, vous n'êtes pas la Pouki dans le sas aujourd'hui. Vous êtes invité de tous les plateaux exigeants et populaires, de France Culture à C'est à vous, en passant par Brut, jusqu'au plus prestigieux d'entre eux, Cours Public. En effet, les débats sur la langue et ses évolutions sont historiques, politiques et philosophiques, plus que jamais.
ou peut-être depuis toujours, on en reparlera. Quand on parle, on ne parle pas tout seul, dites-vous. On parle avec son temps, et le temps parle en nous. Au fond, ce qui vous passionne, c'est ce que révèle la mutation de la langue vis-à-vis de l'expression et du ressenti de nos émotions. Ce qui vous passionne, c'est l'émotion contenue dans les mots. Votre mot préféré, c'est selfie, il paraît. De quoi faire bondir certains conservateurs académiques, mais en tout cas, pourra-t-on en faire un ensemble, car nous sommes très fiers au Quai Centre Dramatique National et heureux de vous avoir parmi nous. Vous êtes ici en mode resta. Merci. J'ai très chaud. Une remarque sur ce portrait? Merci beaucoup. J'ai oublié des choses. Non, c'est magnifique. Si, Maintenant, je me suis habituée à autrice, je voulais dire. Ah, Et vous avez c'est surtout- changé. Oui, j'ai changé. C'est-à-dire que c'est une question d'habitude, comme j'essaie d'expliquer. Et en fait, quand on entend une forme nouvelle, en général, on a envie de la rejeter. Et quand on m'avait interrogée, c'était sur France Culture il y a 6 mois, j'ai dit, je préfère auteur, avec un E, parce que c'est vrai que les formes discrètes, on se les approprie plus facilement. Et depuis qu'autrice se répand, je me suis habituée. Maintenant, je veux qu'on dise autrice. En tout cas, c'est intéressant. Donc, c'était la discrétion, et là, il y a une affirmation Eh désormais. bien, C'est oui, ça ou tout simplement, c'est devenu une forme qui qui est passe. rentrée plus, Ouais. qui est plus passée, donc Ouais. vous l'avez accepté. Ouais. Je vois. Avant de continuer cette discussion et de rentrer dans le cœur de notre débat, je tiens à vous présenter et à accueillir un acolyte que vous connaissez désormais pour toutes nos cours publics. Il est philosophe, professeur en classe préparatoire littéraire, notamment au lycée Henri Bergson à Angers, auteur de l'allégorie de la caverne ou de l'éthique de la démonstration, où il y est question notamment de paroles philosophiques. Et il intervient désormais sur une chaîne YouTube même. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Fray. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Ça va, le banc est assez prêt? Bonsoir, c'est très bien. Merci Jenny pour votre invitation. Bonsoir. Avec plaisir, on est ravis. Peut-être Jean-Marie, un petit exercice pour démarrer. Pouvez-vous nous proposer une formulation philosophique du problème du jour, qui est donc à quoi sert de faire évoluer la langue, en quelques mots? Alors oui, et la farce qui nous a été présentée tout à l'heure permet en réalité de poser le problème, puisqu'il y a 2 positions qui ont été présentées, celle d'une institutrice qui veut absolument réformer la langue, et celle d'une académicienne qui symbolise des conservateurs qui veulent laisser la langue en état. Alors peut-être peut-on formuler le problème en ces termes. C'est toujours pareil. D'un côté, il y a ceux qui considèrent qu'on peut tout changer, et en l'occurrence là, qu'on peut totalement changer la langue, comme si la langue n'était qu'une simple convention. Et une convention, de fait, ça peut toujours se changer. Comme si la langue n'était qu'un phénomène culturel contingent sur lequel on peut agir sans difficulté. Donc cette position, en fait révolutionnaire, oublie peut-être que la langue, c'est une institution. Et une institution, c'est, comme son nom l'indique, quelque chose qui est institué, donc qui est créé par l'homme. Il y a bien une dimension conventionnelle. Mais si c'est institué, c'est que c'est fait pour durer. Et donc là, du côté de la Révolution, il y a toujours l'oubli des institutions. Mais de l'autre, il y a des conservateurs qui considèrent que rien ne doit changer. Et en l'occurrence là, qui considèrent que la langue est comme un fait naturel qu'il conviendrait de respecter tel qu'il est, parce que, comme toute réalité naturelle, il y a une sorte d'inertie qui fait qu'elle doit être respectée. Alors ceux-là sont également dans l'illusion. Alors c'est une illusion symétrique inverse. Ceux-là sont dans l'illusion parce qu'ils oublient précisément que la langue est une convention. Donc, d'un côté, des révolutionnaires qui sont prêts à tout changer au risque d'oublier l'institution, de l'autre, des conservateurs qui ne veulent rien changer parce qu'ils oublient la convention. Et là, on voit bien que la question de la langue renvoie très précisément à un problème d'ordre politique, parce qu'on retrouve dans le domaine de la langue les mêmes oppositions que dans le domaine politique. D'un côté, des conservateurs attachés à ce qui est et qui ne veulent rien changer, de l'autre côté, des révolutionnaires qui veulent toujours tout changer, en oubliant qu'il y a parfois dans ce qui est des choses qui méritent d'être conservées. Ouais, c'est pas si binaire que ce match entre convention et institution, j'imagine. On va Voilà, y revenir. ça n'est que le problème, ça n'est pas sa solution. Voilà, ce n'est que le problème, ce n'est pas sa solution, effectivement. Ce qui est joli avec le mot convention, quand même, je me permets, c'est que le théâtre repose sur des conventions. On l'a vu, donc c'est assez joli d'entendre cette formule philosophique en ce lieu. Peut-être une première question, quand même, par rapport à la farce aussi, pour rebondir sur cette farce qu'on a vue et donc à l'actualité. Donc officiellement interdite à l'école, l'écriture inclusive. On ne va pas parler que de l'écriture inclusive ce soir, bien sûr, mais comme on vient de le voir, c'était un peu le cœur du sujet de cette farce. Et donc la question de l'inclusivité fait particulièrement débat, comme vous savez tous, en ce moment.
Avant toute chose, Julie Neveu, je crois savoir que pour vous, il y a 2 moteurs à la création lexicale. Et il y en a notamment un qui serait une sorte de rendre visible des problèmes majeurs de discrimination, de rendre visible ce qui serait discriminé. Et donc, on pourrait dire que l'écriture inclusive appartient à ce moteur-là. Est-ce que c'est bien le cas et quel serait l'autre moteur ? En fait, c'est ce début du XXIe siècle qui, quand j'ai dû recenser tous les nouveaux mots qui passaient dans l'air du temps, qu'on reprenait, qu'on s'appropriait, c'était en effet beaucoup des mots qui étaient issus d'un certain militantisme. Donc le militantisme féministe, avec le mot féminicide que vous devez tous connaître aujourd'hui, ou le militantisme anti-raciste, donc qui a racisé, qui pose encore débat, qui choque beaucoup, mais qui est passé à présent dans tous les médias en tout cas, charge mentale. Enfin, il y a beaucoup de mots qui émergent. Donc c'est vrai que ce sont des forces de renouvellement qui sont les pensées de ces mots, de ces difficultés auxquelles une certaine partie de la population est confrontée. Et les mots, bien sûr, MOTS, permettent toujours de rendre visibles ces mots. Et d'ailleurs, invisibiliser fait partie des mots à la mode. On va arrêter d'invisibiliser les femmes. Ça fait partie du discours des féministes, justement. Pour indiquer qu'il y a, bien sûr, pardon, des gens discriminés. Qu'on ne les voyait pas, qu'on ne les entendait pas, surtout qu'on ne voyait pas trace de leur présence dans les discours, dans les espaces publics. Donc oui, ça fait partie. Et en fait, toute langue vivante évolue, évidemment. Donc j'ai fait la caricature de l'académicienne avec ce côté un petit peu mortel, immortel, puisqu'elle veut figer. Et c'est vrai que notre académie tend à vouloir figer la langue et elle lutte comme Don Quichotte, vous voyez, contre des moulins à vent, puisqu'en fait, qu'on le veuille ou non, la langue nous appartient à tous ensemble, c'est un bien collectif, je dirais encore plus un bien collectif qu'une institution, et donc il faut que tous ensemble nous soyons d'accord pour qu'une langue, pour qu'une nouvelle forme soit utilisée, reprise, et qu'elle parcourt un ensemble assez large, sinon elle va périr. Donc il ne faut pas s'inquiéter non plus de ces nouveautés, car elles ne resteront que si vous voulez bien les parler, vous aussi. Et puis vraisemblablement, on n'est pas tout de suite d'accord, parce que pour Autrice, vous n'étiez pas d'accord bien sûr, il y a quelques temps, et maintenant vous l'êtes. Donc il y a peut-être une certaine temporalité dans l'accord et l'acceptation. Alors, non seulement ça, parce que ce qui était intolérable hier est toléré aujourd'hui. En 97, sous le gouvernement Jospin, Dominique Voynet se fait huer parce qu'elle veut se faire appeler Madame la Ministre. Aujourd'hui, Madame la Ministre, ça ne choque plus personne. Voyez, mais ça choquait beaucoup avant. Voilà. Donc voilà, ce qui était intolérable devient toléré. Et c'est vrai que nous tous, nous sommes spontanément, en tant que locuteurs d'une langue, conservateurs. Ce que je veux dire, c'est ce portrait caricatural. En fait, c'est nous aussi. Nous, on a appris à parler d'une certaine façon et on n'a pas envie que ça change. C'est très profond, ça. Est-ce qu'on est une question un peu au-delà, un peu générale aussi par rapport aussi pour prendre un peu de distance aussi par rapport à ce débat sur l'écriture inclusive, même si on va y revenir et très précisément. Par rapport à la crise et au contexte sanitaire et à cette épidémie de nouveaux mots, est-ce qu'on peut dire qu'on est à un moment de production linguistique un peu nouveau ou est-ce que c'est toujours le cas? Parce que là, on a vraiment l'impression, avec distanciel, visio, le Covid, on a beaucoup de nouveaux mots dans le vocabulaire. Est-ce que c'est vraiment un moment inouï de production nouvelle? En termes de quantité de production sur l'année 2020, c'est inouï. C'est inouï. D'ailleurs, vous savez, les dictionnaires aiment bien voter sur le mot de l'année, pour le mot de l'année. Oui. Et l'Oxford English Dictionary, il n'a pas réussi. Du coup, ils ont élu un cluster de mots, un ensemble de mots. Mais oui, parce que quand il y a une nouvelle situation, il faut bien la nommer. Donc, il y a eu une explosion de nouveaux mots pour nommer non seulement la maladie, mais aussi notre mode de vie, donc distanciel, présentiel. On s'est mis, voilà, il y a eu tous ces mots qui ont dû couvrir cette réalité. Donc ça, c'est rare. En revanche, dès qu'il y a une révolution, dès qu'il y a une crise, il y a une vague de nouveaux mots qui va avec. Tu veux réagir, Jean-Marie, peut-être? Alors, sur le rapport de l'évolution éventuelle d'une langue avec l'engagement militant, la chose est en fait aussi ancienne que la politique ou aussi ancienne que le français. Au moment de la Révolution française, immédiatement s'est posé la question de savoir si on allait maintenir le français en l'état ou le faire évoluer. On sait tous qu'en 1793, il a fallu remplacer homme-femme par citoyen-citoyenne. Bon. Et quand on regarde le détail d'ailleurs de ce qui avait été envisagé comme évolution, et là c'était des révolutionnaires, là pour le coup des vrais. Hein, là c'était... Et on s'aperçoit qu'ils ont plus aisément modifié les institutions politiques qu'ils ne sont parvenus à modifier la langue. Et donc, peut-être que les actuels militants sont l'avant-garde qui annonce ce qui va se passer. Mais comme vous l'avez dit très justement, en dernière instance, c'est le peuple qui décidera, c'est-à-dire ceux qui parlent. On retrouve ici l'adage romain, alors je le lis un peu différemment, c'est « César n'est pas au-dessus des grammairiens ». Alors, ça veut dire à Rome que le pouvoir politique n'est pas au-dessus des scientifiques, mais on peut le prendre au pied de la lettre. César n'est pas au-dessus des grammairiens, autrement dit, la langue appartient au peuple.
Elle n'appartient pas à ceux qui gouvernent, ni même aux militants. Mais peut-être que les militants sont à l'avant-garde. Et une dernière remarque, cette évolution de la langue, là, elle apparaît révolutionnaire, mais elle existe aussi dans le champ réactionnaire, hein, en réalité. Après la terreur révolutionnaire, au moment du Directoire, il y avait de mémoire ce qu'on appelait les incroyables, ou je sais pas, il s'était donné un nom, et alors il voulait modifier la langue en supprimant la lettre R, en la prononçant différemment. Alors on dit que c'est parce que dans R, il y avait Révolution et Robespierre, c'est peut-être pour des raisons simplement de langue plus affectée, plus souple à l'oreille. Mais on voit bien cette tendance à vouloir faire évoluer la langue pour des raisons politiques. Voilà. En tout cas, voilà, que ce soit réactionnaire ou révolutionnaire, il est question de lutte et de combat. Peut-être justement, je vous propose d'accueillir un nouvel invité afin d'enrichir ce débat précisément autour de la langue et les militants. Et notamment, voilà, et la question de l'inclusivité, notamment dans notre langue. Il s'agit de Tristan Bartolini, il est graphiste. Il habite et il travaille à Genève. Donc il s'est avéré compliqué d'envisager l'intervention de Tristan en présentiel. Il fallait que je place ce mot. Nous avons donc opté pour une visio. Ah ben ça marche. Bonsoir Tristan, il ne faut pas que je me retourne là. Vous me comprenez, il est là. Bonsoir Tristan. Tristan Bonsoir, Bartolini, vous avez créé de nouvelles lettres pour un alphabet plus neutre. Vous êtes graphiste, vous œuvrez à une meilleure représentation de tous les genres. Au printemps 2020, pour votre projet de bachelor à la Haute École d'Art et de Design de Genève, vous vous lancez un défi. Trouver des solutions graphiques, typographiques, pour superposer les genres féminins et masculins. Un travail qui vous a permis de gagner le prix Art-Humanité de la Croix-Rouge genevoise. Pouvez-vous nous en dire plus sur la naissance de cet alphabet, sur vos motivations, nous expliquer, si elle est j'imagine, explicable, votre œuvre, comment on s'y prend pour créer des caractères complètement nouveaux et épicènes, donc qui ne représentent ni le genre masculin, ni le genre féminin. Bonsoir Tristan. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Oui, je vous entends très bien. Tout va bien, super, formidable. Parfait. Bonsoir tout le monde, j'aurais préféré être là, mais malheureusement je vais présenter mon projet brièvement au travers de cette télévision. Du coup, je suis graphiste et ce que je vais vous présenter, c'est donc mon projet de diplôme que j'ai réalisé à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Donc personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé le dessin de lettres. Ça peut paraître assez bizarre, mais c'est un peu une institution en Suisse, le dessin de caractère, comme on l'appelle. Et du coup, pour moi, c'était évident que pour mon projet de diplôme, j'avais envie d'explorer le dessin de caractère, mais de surpasser le dessin de caractère en créant des nouvelles lettres, parce que ça me permettait en fait de lier ma passion pour le dessin de lettres à mes engagements les plus profonds, qui sont l'inclusion et la représentation de tous les genres possibles et imaginables dans la langue que je pratique. Et du coup, le premier constat, ça a été de voir que le langage inclusif, on le sait, c'est énormément débattu. Mais mon propos, c'était pas de prendre parti, c'était d'en rajouter une couche et de venir vraiment questionner le langage inclusif et essayer de le dépasser. Et en fait, personnellement, moi, j'étais assez perturbé par les personnes qui étaient contre, parce que je ne comprends pas comment on peut être contre le langage inclusif. Et pour moi, c'était une manière de venir en rajouter une couche. Et il y avait aussi, personnellement, je pratique le langage inclusif dans ma communication écrite, tel qu'il existe aujourd'hui. Mais j'étais personnellement aussi assez perturbé par ce point médian qui finalement vient mettre une différence entre le genre féminin et le genre masculin. Car pour moi, le genre féminin, voilà, la binarité, ça venait mettre en avant la binarité du genre, et personnellement, c'est quelque chose à laquelle je n'adhère pas. Pour moi, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a que des êtres humains. Et pour se débarrasser de ce point médian, pour moi, la solution, avec mon point de vue de graphiste, typographe, c'était de mélanger les lettres et de superposer le genre féminin et masculin au travers de l'orthographe dans un même signe, et de venir ainsi mélanger les lettres qu'on retrouve à la fin des terminaisons féminines et masculines en un seul signe, afin de venir représenter et inclure ce que j'appelle moi le spectre du genre,
dont le féminin et le masculin ne sont que les extrêmes. Mais qu'entre ces deux extrêmes, il existe une infinitude de manières de s'identifier. Et voilà, j'ai travaillé à peu près 60 signes, étant donné que la langue française est extrêmement particulière et que le genre se manifeste à travers de multiples mots. Et mon propos, c'était de pas seulement travailler sur les terminaisons, des adjectifs, des verbes et des pronoms, mais aussi de venir travailler certains mots comme le mot homme et femme, et de créer un nouveau mot qui s'éloigne de cette binarité que les mots homme et femme imposent, et aussi par exemple le mot père et mère, dans lequel je vais en fait mélanger le P et le M de père et mère. D'accord. Afin de créer de nouvelles identifications. Peut-être une question, peut-être un peu abrupte, et peut-être c'est à laquelle vous ne souhaitez pas répondre. Et c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui est brandi par les opposants, on va dire, hein, dont vous parliez tout à l'heure quand vous disiez « je ne peux pas comprendre qu'on soit contre ». Comment est-ce que ça se lit ? Comment ça se lit, comment ça se prononce ? C'est ça la question. Oui, pardon, ouais, tout à fait. Comment ça se prononce ? Parce que je sais que c'est une question qui peut être une problématique qui peut être brandie par les anti ou les opposés à l'écriture inclusive. C'en est une d'entre elles, en tout cas. C'est la difficulté de la lecture à voix haute. C'est une question qu'on me pose tout le temps. Ah mince, et c'est pas c'est original. une question. Non, mais c'est la question la plus pertinente parce que j'avais au début beaucoup de mal à y répondre. Mais maintenant, ma réponse, c'est ça se prononce comme on veut. C'est-à-dire que la langue, la langue bien, écrite, c'est vrai cette réponse. la langue écrite et la langue parlée sont deux langues différentes. Et par exemple, si on veut utiliser mes signes, si on voit mes signes, on peut les lire comme on a envie. Et dans l'oral, actuellement, il existe ce qu'on appelle les néologismes, qui est une forme d'écriture inclusive. Il, elle, on dirait plutôt yel, ou acteur, actrice, actrice. Ce que j'ai fait graphiquement, c'est la même idée, c'est des néologismes graphiques. Et pour moi, en fait, ce projet, l'idée, c'était plutôt de venir montrer que la langue, on peut se l'approprier pour créer de nouvelles possibilités. Donc voilà, prononcez ces signes comme vous avez envie de les prononcer, quitte à liberté, quoi, une liberté. Très bien. Peut-être, et puis pour rejoindre aussi, pour vous faire participer peut-être tout le monde, et une question quand même pour vous, Tristan. Là, les questions de la discrimination de genre qui serait donc réglée ou du moins réparée par votre alphabet. Mais jusqu'où vous allez aller ? Est-ce que comment l'écriture, que ce soit la langue ou le graphisme, et je pose la question aussi à vous trois, peut-elle prendre en charge toutes les différentes discriminations ? Parce que demain, on va peut-être vous demander de rendre, vous allez peut-être vous demander de rendre cette écriture non raciste, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, hétérosexuel, homosexuel, enfin voilà, jusqu'où peut prendre la langue Est-ce que vous avez, vous, d'autres volontés vis-à-vis de création d'alphabet pour d'autres luttes, d'autres prises en charge de visibilisation, pardon, c'est dur à dire, de discrimination ? Ou est-ce que vous, votre dada, c'est vraiment sur le genre ? Disons que dans la langue française, s'il n'y avait pas de féminin ni de masculin, on n'aurait pas besoin de faire ce genre de projet. Certes. Du coup, la lutte commence à partir du moment où il y a cette problématique. Par exemple, en anglais, qui est une langue beaucoup plus neutre que le français, le langage inclusif existe, mais il ne prend pas une importance aussi forte que dans la langue française. Donc, je pense que ce genre de projet, toutes ces luttes, sont le résultat en fait d'un défaut, j'utilise le mot défaut volontairement, d'une langue qui va peut-être trop loin dans sa conception. Mais pour vous, inclusive, elle vous semble suffisamment heureuse et égalitaire. Il n'y a pas d'autres discriminations qui pourraient être réglées que vous souhaiteriez régler par la typographie au-delà de la discrimination de genre? Pas pour l'instant. Très pour l'instant, c'est C'est déjà pas la En seule tout cas, chose c'est qui magnifique. m'est venue et qui est venue me titiller l'œil et que j'ai eu envie de m'approprier.
En c'est tout cas, restez bien sûr, l'articulation au de contraire. pur. Non, en fait, je voulais rebondir, Tristan. Donc, je vous regarde dans la petite vidéo. Oui, Je le regarde dans la petite regardez là. Oui. En fait, c'est intéressant, peut-être vous avez lu ça, mais Barthes, vous connaissez sans doute le linguiste Barthes, il avait déjà dit ça à la fin des années 60, en fait, dans ses leçons au Collège de France. Il avait dit que la langue française était particulièrement, et ça, c'est très connu, et c'est très débattu, et c'est critiqué, et d'ailleurs c'est excessif, il avait dit que la langue française était fasciste. Il avait dit ce terme, fasciste, parce qu'elle ne nous laissait pas le choix, il n'y avait que le féminin ou le masculin. Et il était très intéressé par le neutre. Et après, il a développé des leçons sur le neutre. Et le neutre compris, et c'est pour ça que j'aime bien vos lettres, parce que c'est un peu comme ça, à mon avis, ça lui aurait beaucoup plu, parce que c'est vrai que c'est le neutre conçu, non pas comme ni l'un ni l'autre, vous voyez, pas comme un vide, mais comme un ajout. Oui, comme un ajout, quelque chose de plus fort en fait, de plus fort et qui ne contraigne pas à dire soit une chose, soit l'autre, voilà. Et donc, je pense que dans ce milieu, il y a une richesse supplémentaire. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que Tristan Bartolini est suisse, donc, et c'est vrai que je pense qu'en Suisse, ils sont un peu plus avancés que nous, c'est-à-dire que nous, on en est encore à la bataille entre le masculin et le féminin. Or, lui, il réfléchit après, c'est-à-dire le non-genre, le non-binaire. Oui, et c'est vrai qu'il y a d'autres pays. En Allemagne, par exemple, en ce moment, ils proposent d'utiliser le E. Plutôt que le O ou le A. Vous savez, le O marquant le masculin, donc Nino, l'enfant masculin, et Nina, la fille, et eux, ils proposent de dire Nigné. Donc il y a eu une ministre qui a fait un discours en inclusif comme ça avec le E. Alors ça révolte aussi, il y a des scandales, enfin je veux dire il y a aussi un débat public, mais est-ce que les Espagnols vont s'en emparer? Et sur la question de la superposition aussi en espagnol, j'ai cru lire que todos justement. Oui, todes aussi. Ouais, voilà, ça peut être écrit todes et avec comme un A, comme le A de arrobas. Ça, oui, alors depuis ils sont passés au E plutôt, mais il y a eu cette proposition d'arrobas. Ouais. Donc ça peut penser voilà, à cette superposition. Tristan, vous êtes dans l'air du temps, quoi. On avance. Est-ce que les mots ont-ils la faculté et les mots ont-ils la faculté, je vous pose la question à vous tous, ont-ils la faculté de réparer vraiment ou de rendre au moins supportable? Est-ce que c'est à ça que ça sert le graphisme ou les mots peuvent-ils être réparateurs? Alors, il y a quelque chose qui me frappe en fait depuis le début, c'est que en parlant de la langue comme on en parle, on fait comme si finalement en agissant sur la langue, on agissait sur les représentations, c'est-à-dire sur la pensée. Alors, il y a une vérité, ça. D'une certaine manière, c'est toujours dans les mots que nous pensons. Alors, dans les mots que nous pensons, ça veut dire que le mot, c'est pas un instrument. Vous voyez, le stylo est l'outil de ma main, je pose l'outil, la main, elle est toujours là. Il suffit de faire l'expérience d'une pensée pour se rendre compte que lorsque l'on pense, on dialogue avec soi-même. Et donc, si je pose les mots, il n'y a plus de pensée. Ça, chacun peut en faire l'expérience. C'est Platon qui le disait, la pensée est un dialogue de l'âme avec elle-même. Donc pas de mots, pas de pensée. Donc la vérité de ces engagements militants, c'est qu'effectivement, si on agit sur la langue, on prétend agir sur la pensée. Et donc si on modifie la langue, on va modifier la pensée, on va modifier les représentations du monde et on fera évoluer le monde. Dans le sens qu'on prétend bon, évidemment, puisqu'on se situe du côté de ceux qui vont améliorer les choses. Il y a une vérité de ça. Mais croire qu'en agissant sur le mot, on va modifier la pensée, c'est peut-être chargé d'illusion aussi. Parce que dans une certaine mesure, la pensée, elle transcende toujours le mot. Par exemple, Bergson fait remarquer ça. Lorsqu'un enfant apprend à parler, il pose une question, on l'a tous vécu quand on a eu des enfants, il demande c'est quoi, là on va dire stylo. Et alors les enfants adorent les mots, et donc il va répéter stylo, 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 puis après il va faire stylo, stylo. Et alors on va dire non, là c'est table. Alors stylo, table. Mais on se rend compte que l'enfant qui va dire stylo, puis ensuite il va dire stylo, puis stylo, il va employer le même mot, mais il ne faut pas s'y tromper. Sa pensée, elle ne confond pas les objets. Donc il y a une vérité qui consiste à vouloir agir sur les mots pour modifier la pensée, mais il y a peut-être une illusion à croire qu'on va modifier le monde et nos représentations simplement en agissant sur la langue. N'oublions pas les questions politiques, qui ne sont pas simplement des questions linguistiques. Et quand je dis ça, je ne prétends pas que ceux qui veulent agir sur la langue oublient les questions politiques. C'est pas ce que je veux dire. Mais il y a toujours une illusion potentielle à croire que la langue et la modification de la langue suffit à modifier notre rapport au monde. Bien sûr. Mais ouais. Ça serait si simple, pourtant ce serait dommage. C'est dommage. En fait, c'est le poids des symboles. Je ne sais pas, Tristan, si vous voulez répondre, mais c'est symbolique, bien sûr. Mais le symbole, c'est important. On le sait, nous qui aimons la culture, puisque nous sommes là ce soir, c'est important, c'est lourd. Et oui, c'est quand même un levier. Moi, je le vois comme une prise de conscience. Depuis qu'on m'interroge là-dessus, comme une première étape. En fait, ce que je pense important, c'est que nous, les locuteurs d'une langue, on ne se sente pas agressés, on n'a pas l'impression de subir
découvrir des nouveaux mots qui arrivent. Et après on est énervé. Donc après on se caricature soi-même dans un rôle de réactionnaire. On lit des journaux et on se sent vieillir. Non, mais pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent féminicide? Mais ça n'existe pas. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce point médian? Mais c'est horrible. Bon, ça je trouve ça dommage. Parce que c'est dommage, en fait. Et si les plus jeunes, si vos enfants le disent, moi mes élèves à 20 ans, ils sont à la fac, ils le font, ils le pratiquent beaucoup plus que moi. Moi je pratique pas le point médian. Ils le pratiquent, ça les dérange pas du tout. C'est-à-dire et donc au moins faisons l'effort d'aller vers ce que cette prise de position, parce que c'est vrai que c'est une prise de position, et c'est ça qui nous dérange un peu. On a l'impression qu'on nous fait la morale dans le langage, certes, mais quelle morale? Pourquoi? Ayons une perspective historique de la langue. Il est vrai qu'au XVIIe siècle, avec l'Académie française, il y a eu un processus que les féministes appellent de masculinisation de la langue. C'est-à-dire qu'autrice qui se disait depuis le latin, parce qu'en fait l'alternance masculin-féminin, elle existe depuis le latin. Donc il y avait auctrix. Bon, eh bien les académiciens ont dit non, autrice, on va plus le dire, c'est moche, ça ne se dit pas, donc auteur. Et puis après on dit oui, l'auteur finalement, mais c'est un masculin générique. Moi, je suis auteur. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi en me disant très bien, auteur, je veux être auteur. Oui, en fait, il y a eu autrice et ça a été évincé pour des raisons politiques, parce que le métier d'écrivain devenait un métier à prestige. Donc, il y a eu des faits, des injustices, si vous voulez, historiques. Et là, il est clair que le mouvement de féminisation du lexique, de dire la ministre, de dire la mairesse au Québec, qui disent la mairesse, nous on dit plutôt la mère, de dire docteur, docteureux. Vous savez que pour voir des études de chercheurs collègues, les offres d'emploi qui stipulent recherche docteur, eh bien, les docteureux n'envoient pas de lettres de candidature. Voyez, donc depuis qu'il y a le point médian, les femmes se sentent davantage concernées. Les mots véhiculent des représentations de métiers. Et à force d'entendre le docteur et l'infirmière, eh bien, la petite fille, elle se dit « Ok, je vais être infirmière », et puis les garçons, ils disent « Ok, je vais être docteur ». Donc je pense important, malgré tout, de prendre conscience de ce que certains mots véhiculent et perpétuent. Et si on a envie, après, d'être les acteurs de ce mouvement, eh bien on le fait, et sinon non, moi je suis pour que tout le monde parle comme il a envie de le faire, mais en sachant ce que ça veut dire. Mais à l'inverse, et pour rebondir aussi sur ce que vraiment disait Jean-Marie, c'est vrai qu'on peut se demander quand même si certaines évolutions comme l'appellation des Noirs américains, passer de nègres à africains-américains, est-ce que ça a changé quelque chose à leur situation sociale? J'espère que oui, mais j'en suis pas certaine. Je crois que la population Est-ce que quand on dit présidente, est-ce qu'elle a le même salaire que le président? J'en suis pas certaine. Salariés. Ça fait partie des oppositions, c'est-à-dire de ridiculiser l'enjeu de cette mesure symbolique. Mais je pense que tout doit aller de pair. J'ai entendu souvent ça. Je veux dire, oui, mais les salaires, oui, les salaires, vous faites quoi? Ouais. Je dis, moi, je fais rien. Moi, je suis linguiste, donc je vous parle juste de ce que veulent dire les mots, et je lis sur ce qu'ils entraînent comme représentation du monde. Voilà. Bien sûr. Est-ce qu'il y a par rapport à la langue, et peut-être française spécifiquement, une sorte de mythologie un peu esthétisante du français comme la langue la plus pure, à laquelle il ne faudrait pas toucher? D'ailleurs, on dit dans ce coin, je ne sais pas si vous savez, moi je crois qu'on disait ça, vous allez peut-être me contredire, je crois qu'à Tours, on dit que c'est l'endroit où on parle le mieux français de France, sans accent, sans rien. Donc on n'est pas à Tours, on est à Angers, mais on n'est pas très loin. Est-ce qu'il n'y a pas... Comment? J'ai l'impression que Tristan veut répondre. Bien sûr, avec plaisir, Tristan. Est-ce qu'il n'y a pas une mythologie esthétisante de cette langue pure qu'il faudrait... Moi, c'est ce que je ressens. Que le français, c'est la plus belle langue du monde. Il ne faut pas y toucher. Et vous vous êtes dit, du coup, j'y vais, je la touche, c'est ça? Oui, à travers la forme. Mais surtout, vous avez bien fait. Oui. Et Ginny, ce qui se passe aussi, c'est qu'en France, on ne se rend pas compte du tout, mais on n'est pas les seuls à parler français. Et maintenant, il y a 300 millions de personnes sur Terre qui parlent français. Oui. Et de nouveaux mots arrivent de ces francophones. Et donc, l'idée de mettre les noms de métiers au féminin, ça vient du Québec. En Suisse, ils l'ont adopté plus vite. Voyez, et nous, parce qu'on a ce parangon, on a l'Académie française qui lutte contre tous les nouveautés, eh bien, ça met plus de temps, en effet, à arriver. Mais il y a aussi le français de l'Afrique. Des mots que les jeunes utilisent comme s'ambiancer, s'enjailler, c'est des mots qui viennent d'Afrique subsaharienne, qu'on attrape et que les jeunes attrapent. Et donc, je veux dire qu'il y a une richesse francophone, et lutter contre, c'est s'accrocher à ce mythe, en effet, construit par Voltaire, cette idée de génie d'une langue qui aurait été universelle. En fait, les experts disent qu'elle n'a jamais été vraiment universelle, qu'à l'époque, ils parlaient plusieurs langues, elle était plurilingue, l'Europe. Le français n'a jamais été la langue universelle. Par rapport à l'Académie française, donc juste pour faire un tout petit
pour rebondir. Elle parle de péril mortel pour la langue, hein, en parlant de l'écriture oui, c'est pour péril ça. En fait, vous savez, dans la farce, j'ai fait des citations. Des citations, en fait, quand le Vengeur masqué arrive à la fin, en fait, je lui ai fait interpréter Blanquer, vous l'avez compris, qui a publié une circulaire brillamment d'ailleurs. En mai, brillamment. Et je remercie encore les comédiens, c'était génial. Ouais. Et comédiennes, bien sûr. Vous voyez, ça, c'était les comédiens. Est-ce que j'ai parlé des comédiennes en disant les comédiens? Bah maintenant je me corrige, je dis non, les comédiennes, parce qu'en fait j'en ai pas parlé. Mais c'est pas la même chose, l'écriture inclusive et l'ajout. Ah si, ça fait partie des recommandations de l'écriture inclusive. Oui, mais pour nous, pour moi, ouais. Donc, comme sensation, le point médian. Déjà, où est-ce que je le mets? Non, mais ça, c'est la partie la plus difficile. Mais c'est un des petits points des propositions de l'écriture inclusive, qui est le langage inclusif, et c'est de dire les comédiennes et les comédiens, en fait. Bien sûr. Ouais. Ça fait partie, en fait, des recommandations. Tu veux rebondir, Jean-Marie? Oui, je trouve qu'on accorde beaucoup de pouvoir et de puissance aux académiciens. Parce qu'au XVIIe siècle, la langue soit fixée à partir de certains présupposés tout à fait discutables et contingents, on est bien d'accord, et qu'il y ait même dans l'académie actuellement des résistances, on est d'accord aussi. Mais si, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans le fond, la langue, la pensée transcende toujours le mot. Est-ce que vraiment c'est à ce point important, et est-ce que d'un côté comme de l'autre, hein, est-ce que les académiciens vont contrôler la pensée et est-ce que les militants vont contrôler la pensée? Moi, j'ose croire qu'il est possible de penser librement dans une langue. Si la langue c'est la chair, si la langue c'est la chair de la pensée, ça veut dire que ma pensée, elle entre dans le monde par cette chair-là. Elle entre, c'est pas un outil, c'est pas un instrument, elle entre dans le monde. Mais comme la conscience entre dans le monde par mon corps. Mais ma conscience n'est pas mon corps. Donc de la même manière, ma pensée, elle entre dans le monde par la langue française, mais ma pensée n'est pas la langue française. Rousseau fait remarquer déjà de manière très précise que paradoxalement, c'est en se soumettant à des mots que l'on n'a pas choisis que l'on peut exprimer ce que l'on a en propre. Et c'est très singulier, c'est-à-dire c'est pas un code, c'est pas quelque chose qui vient s'ajouter à la pensée. Une dernière remarque que je trouve vraiment stimulante. Tout à l'heure, vous disiez, là je m'adresse à la caméra, vous disiez tout à l'heure que, puisque la question vous était posée, de savoir comment ça se prononce, et vous disiez ça se prononce comme on veut. Oui, mais quand je dialogue avec moi-même, dans une langue qui est la mienne, d'une certaine manière, je ne suis pas tout seul. C'est-à-dire que, précisément, je prononce la langue telle que nous la prononçons. Et donc, je pense seul, comme si ce que je pense pouvait être communicable à autrui, tel que je l'entends, et tel que je l'entends dans mon fort intérieur. Souvenons-nous que le fort, ça vient du forum en latin, c'est-à-dire quand dans mon fort intérieur, je débat avec moi-même, et je débat avec moi-même avec la langue commune. Mais ceci étant dit, évidemment que la langue doit évoluer. Ça, une fois qu'on a dit tout ça, il n'y a aucun problème. Vraiment une toute dernière remarque sur cette singularité du français. Le français, c'est la langue de la République, et ça, c'est vrai que c'est singulier. En Europe, d'accord, mais enfin, les républiques en Europe, telles que nous la concevons en France, on est un peu seul. Et la constitution d'une unité politique par la langue, c'est une singularité qui s'est faite contre quelque chose qui était local. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue, c'est un exemple que je vous donne, avec un monsieur qui est décédé maintenant, qui était né en 1910 et qui avait été à l'école de la République pendant la guerre de 14. Avant, il avait commencé, et puis bon. Et alors, il me raconte ça, c'était un Auvergnat, il me raconte que, ayant parlé le patois auvergnat dans son école, l'instituteur lui avait donné un coup de règle sur les doigts. Alors, il rentre à la maison, il raconte ça à son père, et que croyez-vous que le père ait fait lorsqu'il a entendu ça? Il lui a redonné un deuxième coup sur les doigts. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, quand je parle le patois et qu'il y a une crise économique, dans mon village, je crève de faim. Donc tu vas parler le français, ce qu'il a fait, et il a monté une petite entreprise à Paris. Bon. Je raconte l'anecdote à un de mes collègues quand j'étais jeune prof. Alors j'étais pas à Angers à l'époque, mais j'étais dans l'Ouest, et ce collègue me dit, enfin quand même, je comprends, mais enfin, tu vas pas comparer quand même le patois auvergnat avec la langue bretonne. Autrement dit, on voit bien que le français, il s'est institué sur la base, de la liberté, la capacité de s'extraire de là où l'on est, et l'égalité, c'est-à-dire qu'on parle une langue qui n'est pas enracinée, d'où son caractère arbitraire, d'où son caractère apparemment contingent, c'est-à-dire qu'il a fallu structurer une langue permettant une évolution politique. Mais ceci étant dit, je l'ai dit tout à l'heure, les révolutionnaires eux-mêmes ont vite compris qu'il était plus facile de changer les institutions politiques que de modifier la langue. Bon, je vais être obligée, on me fait signe d'avancer aussi. Il y a plein de choses à dire et on ne pourra pas être exhaustif ce soir.
Parce qu'en plus, ouais, je suis contente que tu es. Je suis très contente, tu vois, j'ai dit je suis contente. Hein. Voilà, inclusif. Et toi, tu es contente. Non, je suis contente que tu aies abordé la question des langues régionales, et surtout avec le débat avec la loi Molac en ce moment. Et voilà, c'était important qu'on. Pourquoi aussi certaines langues disparaissent? J'aurais aimé qu'on puisse parler de tout ça. Mais il faut qu'on avance un petit peu et peut-être de venir à notre seconde partie de rencontre, de débat, et vous remercier, Tristan Bartolini, pour votre présence en visio et nous avoir envoyé vos fichiers de création. C'est très beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. L'idée... Alors, je voulais faire coucou. Oui. La régie qui fait coucou, je fais coucou. À bientôt. À bientôt, et je vous invite évidemment à aller creuser encore plus sur l'œuvre, son ouvrage, son œuvre, parce que c'est assez magnifique, hein, ce que ce jeune homme a créé, et très fort, je trouve. Je vous propose de passer à un autre axe, qui serait plutôt la langue et les jeunes, et la jeunesse. Avant d'en parler ensemble, avant d'aborder cette question de l'évolution de la langue par la jeunesse, par le prisme de la jeunesse, je vous propose de visionner un micro-trottoir dans lequel nous avons interrogé différents jeunes angevins, différents jeunes angevines et angevins sur leurs expressions actuelles, leurs tics. Même si tic, c'est un jugement, je sais, il ne faut pas forcément le dire, et c'est très français, justement, ça de juger, et de juger de la langue. Et mots préférés. Écoutons-les. Par exemple, pour dire quand je suis pressé, je fais un truc en vite fait, on dit ça de spi. Je bouge ou je décale. On dit beaucoup trop. On dit beaucoup trop. Ah ouais, on dit trop pour très en fait. Ouais. Tout le temps trop, alors que c'est pas trop. Entre guillemets, les anciens, vous dites pour dire une dame, une demoiselle, nous on dit, je sais pas, une go, une raclie. Quand un garçon il est amoureux d'une fille, il dit c'est ma go. Une go, des gadgets. Je vais voir une chape, on va dire Un boug. Un boug, c'est un garçon par exemple, c'est un garçon qu'on apprécie bien. Aussi quand on fume, on dit est-ce que ça fume, est-ce que ça bédave. Quand on boit, est-ce que ça pillave. Par exemple, c'est un tricks et il est un peu raté. Ouais, un peu raté, on dit qu'il est un peu sketchy. Et quand on voit un tricks trop bien, bah c'est carré. Maintenant, on utilise les mêmes mots qu'avant, juste qu'on les utilise pas dans la bonne façon. Vous dites ça fait longtemps, nous on dit tah l'époque. Pour dire on se voit par exemple, on dit on s'attrape, on se capte. Là j'ai capté un gars. Quand on fait un tour en voiture, vous dites un véhicule, voiture, nous on dit surtout des govas, des chops. Juste le mot genre, on utilise tout le temps, mais alors pas du tout comme il faut. Ils font la teuf. Genre on n'emploie pas le mot en langage, c'est le mot sur le langage grossier. Des mots arabes. Je sais pas, dahek, sahef, tout ça. Il dit tout le temps, je lui fais, non, alors que je lui dis. Peut-être tout le temps, je lui fais. Je lui fais, alors que c'est je lui dis. Mais après ça c'est Guadeloupe. En fait c'est des petits mots, genre on dit vas-y alors qu'il n'y a pas de vas-y. Ouais, quand on part, quand on quitte quelqu'un, on dit vas-y. ouais. C'est vrai. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps. Toi, t'es bon qu'à planer. Ouais, je sens, t'as le seum, j'ai la boca. Entre nous, il y a un fossé. Toi, t'es bon qu'à faire la mala. Bébé veut du sale, allô, allô, allô. Millions de dollars, bébé tu vaux ça. Bébé veut du sale, allô, allô, allô. Millions de dollars, bébé, tu vaux ça. Je suis gang, hors game. Boy ne joue pas, bang, bang, bang. Bla, 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 de la pouki. Ferme la porte, t'as la pouki dans le side. Bla, 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 de la pouki. Ferme la porte, t'as la pouki dans le sas. Pouki. Pouk, pouk, pouki. Ferme la porte, t'as la pouki dans le side.
Pouki, Pouki, Pouki. Ferme la porte, t'as la Pouki dans le sas. Merci Emeline. Bravo, je sais pas vous, mais moi ça me donne déjà envie de danser. C'était Pouki de Aya Nakamura, lu par Emeline Frémont. Il y a pas mal de choses sur lesquelles rebondir entre le micro-trottoir et ce moment poétique d'invention du langage. Ce qui est peut-être juste dire sur ce micro-trottoir, c'est un certain prisme et un endroit. Peut-être qu'il manque peut-être certains... catégories, mais c'est très intéressant de savoir si les mots qu'on a entendus là par ces jeunes gens interviewés sont dits par d'autres jeunes, d'autres milieux, d'autres endroits, qu'ils soient géographiques. Voilà, parce que là on est à Angers, on est vraiment dans un cadre donné, circonscrit. Ce qui nous a étonnés avec Fanny quand on a préparé cette émission, c'est marrant de dire ça, et c'est les emprunts au hip-hop toujours des années 90. Moi j'ai 40 ans et c'était déjà le cas, mais je pensais que c'était passé, et c'est toujours le cas. Toujours le verlan, la prégnance du verlan, je pensais que c'était démodé, on pensait que c'était peut-être un peu démodé, un peu dépassé. Voilà. Et justement par rapport à cette thématique de classe sociale, est-ce que, je sais que c'est quelque chose, Julie, que vous étudiez pas mal, quand un mot commence à passer d'une classe à une autre, c'est là qu'il devient... qu'il entre dans la langue. Comment est-ce que... Surtout si un mot sort du langage jeune, les jeunes n'en veulent plus. Parce que l'idée de ce vocabulaire des plus jeunes, c'est vraiment de ne pas être compris par les plus âgés. Hein. Donc en fait, il y a vraiment si vous voulez, une volonté à la fois transgressive et à la fois de code. Le verlan naît de l'envie de n'être pas compris. Et ce qui est intéressant, vous dites, ah oui, le verlan, finalement, je pensais que c'était démodé. Mais non seulement c'est pas démodé, mais parce que c'est un des processus les plus basiques d'opacification du discours. Hein. Vous retournez un mot et en fait, si vous réfléchissez pas, vous comprenez pas, tout simplement. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une phase de reverlanisation, c'est-à-dire qu'il y a des mots en verlan. Donc, par exemple, vous avez dû entendre meuf pour dire la femme. Donc ça, c'était la première étape du verlan. Et aujourd'hui, il y a femme, qui est le meuf qui est renversé. Donc, alors, hop, vous détricotez, détricoter. Voilà. Et non, le micro-trottoir, il était super. C'est vrai qu'il y a des mots que je ne connaissais pas, moi. Il y a ceux qui sont parlés à peu près par toutes les communautés jeunes, je pense, c'est go. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il était bien, hein, parce qu'on voit à quel point... Super. Il est super. On voit à quel point les influences sont vraiment de partout. C'est-à-dire que vous avez go, Mago, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Go, ça vient du Nouchi. Le Nouchi, c'est la langue de la Côte d'Ivoire. Et Go, mais c'est pas utilisé pareil en Côte d'Ivoire. Go là-bas, c'est vraiment toutes les filles. Et là, comme ils l'ont dit, c'est plutôt ma petite amie. Et vous avez Gadji, bien sûr, là, ça fait plus longtemps que ça existe, qui vient du Romani, la langue parlée par les Roms, hein, cette population originaire de l'Inde du Nord. Beaucoup de mots du Romani aussi, qui sont des mots souvent qui ont à voir, bien sûr, avec ce qu'on fait sous la table, vous voyez, c'est-à-dire on bédave, on fume du shit, on le vend, on fait la fête. C'est caché, quoi. Voilà, donc juste pour rebondir, est-ce que les mots ont une nationalité? Alors, non, en fait, j'aime bien dire qu'ils n'en ont pas, au sens où, à partir du moment où vous le dites, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas français. D'ailleurs, Pouki est super intéressant de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous aviez entendu, parce que Pouki, donc c'est Poucave, hein, qui veut dire dealer de la drogue chez les jeunes. C'est un mot d'origine romani, donc des Roms, employé par les Roms. Aya Nakamura, et puis les autres disent Pouki. Pouki, qui est en fait une sorte de diminutif, IE, qui transforme le mot donc d'origine rome en un mot qui ressemble à de l'anglais, puis après elle l'utilise en le disant de façon française. Donc c'est un millefeuille, vous voyez, comme s'enjailler, qui vient donc d'Afrique subsaharienne, qui en fait vient de enjoy en anglais, mais enjoy en anglais vient de joie. Ouais. Vous voyez, il y a jouir, il y a la même chose en français. Donc les mots voyagent. Et si on challenge les utilise, aussi, challenge, ça. Oui, ouais. et si les mots voyagent, et si on les utilise, c'est qu'à un moment, ils nous paraissent pertinents, qu'ils nous parlent. Donc on s'en empare. Et peu importe d'où ils viennent. C'est des allers-retours, c'est des allers-retours. Bien sûr, c'est des voyages incessants. Je sais quelle question je vais te poser. Je vais vous poser. C'est la jeunesse qui est force de renouvellement du langage, toujours. C'est toujours la jeunesse, c'est par la jeunesse qu'il y a un renouvellement du langage qui le bouscule.
Je ne sais pas si je m'adresse à vous, Jean-Marie, ou à vous, Julie. Je fais une toute petite réponse, moi. Mais bien sûr que la jeunesse est force de renouvellement, bien sûr. Et notamment, la jeune fille parlait des trop, qu'elle utilisait trop, hein, qu'elle était trop contente, elle est grave, elle est mortelle, contente. En fait, tous les adverbes d'intensité, voilà, sont les mots où on dit l'emphase en français. Et donc, bien sûr, c'est eux qui sont très, très renouvelés par les jeunes parce qu'ils ont ce besoin, cet enthousiasme, en fait, que peut-être on a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes vont tellement bien que... Non, ils ne vont pas bien. Ils ont une exubérance dans le discours et ils sont présents, ils s'engagent dans leur discussion. D'accord. Et ils vivent très fort, bien sûr, les expériences. Donc c'est cette intensité qu'on retrouve dans les adverbes. Alors moi, en entendant ce micro-trottoir et puis vos interventions, il y a 3 idées qui me sont venues à l'esprit. La première, c'est qu'effectivement, les jeunes ont une capacité d'invention sur le plan du vocabulaire ou des inspirations extraordinaires, ce qui m'invite, moi, en tant que professeur, à bien me garder de tenter de les imiter. Je crois que Platon a écrit enfin j'en suis sûr d'ailleurs, il a écrit que le jour où les maîtres singent les jeunes gens, alors la tyrannie s'abat sur la cité. Et donc, enfin moi, en tant que maître, je me garde bien de singer les jeunes gens, parce que je pense que leur langue est assez riche et même plus riche que ce qu'on peut imaginer. La deuxième remarque, c'est que je crois qu'il ne faut pas mépriser effectivement cette invention de la langue des jeunes gens, notamment parce qu'eux-mêmes ne sont pas dupes de cette invention. Vous avez remarqué là tout à l'heure qu'effectivement le trop était omniprésent, mais il y a une jeune fille qui dit là tout à l'heure, on dit c'est trop, mais trop c'est toujours trop. Et donc elle a bien conscience que trop c'est jamais bien. Et quand on dit c'est trop bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils le savent. Il ne faut pas prendre les jeunes gens pour des imbéciles. Quand ils parlent, ils savent très très bien ce qu'ils font. Et donc, je ne singe pas les jeunes gens, mais 2, si je ne les singe pas, c'est pas par mépris, c'est au contraire pour respecter leur originalité de jeunes gens. Et puis d'ailleurs, je ne suis plus une jeune personne. Et troisième chose, alors moi, c'est un paradoxe que je voudrais vous soumettre pour terminer rapidement. Peut-être juste, du coup, ça veut dire qu'on peut parler de créativité. Oui, c'est juste pour ponctuer. C'est une vraie créativité. Et justement, voilà, peut-être aussi les artistes pourraient s'emparer aussi de cette création. On n'est pas sur un jugement d'une sorte de débâcle du langage. Voilà, et d'ailleurs, une véritable créativité. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, et tout à l'heure vous disiez, c'était intéressant parce que vous dites, il y a d'abord le verlan, puis alors ensuite donc femme, ça devient meuf, et puis après femme. Donc, alors d'une certaine manière, au niveau de la langue, on retrouve dans la modernité l'équivalent de ce qu'on trouve dans tout le champ en fait esthétique ou artistique. On déconstruit, puis on déconstruit la déconstruction, puis on redéconstruit, etc. Simplement, les jeunes gens font en quelques mois ce que les artistes font parfois en quelques siècles. Là, en l'occurrence, là, ils vont déconstruire très rapidement. Moi, il y a une idée que je voudrais vous soumettre, c'est un paradoxe. Vraiment, c'est un paradoxe pour susciter l'inquiétude. Socrate dit que le philosophe est comme le temps qui pique la cité. Un temps, c'est pas une mouche très sympathique. Enfin, quand elle pique, elle ébranle quelque chose. Donc, je ne me compare pas à Socrate, même si c'est mon maître, mais je pense que philosopher, c'est susciter une inquiétude. Alors, je voudrais vous soumettre cet élément de réflexion. Dans le traité du vide, Pascal, à l'époque, est confronté à un problème, c'est qu'il ne faut pas défendre Galilée, mais il faut défendre les anciens. Et Pascal prend ses adversaires au pied de la lettre en leur disant « Mais alors, attendez, lorsque Socrate invente la philosophie rationnelle, c'est lui l'enfant. Et au bout de 22 siècles d'évolution, les penseurs contemporains du XVIIe, c'est eux les vieux. » Donc, et oui, parce que la pensée, elle a pris 22 siècles. Et donc, si on prend l'histoire de la science comme la vie d'un individu, les enfants, c'est les anciens. Et les vieillards, c'est les contemporains. Alors maintenant, si on transpose ce paradoxe-là dans le champ linguistique, c'est intéressant. Le français du XVIIe siècle, c'est un français jeune, naissant, tout neuf. C'est la jeunesse. La langue de Racine, c'est la langue de la jeunesse. Et puis ensuite, le français, il a vieilli, il a pris 3 siècles, et donc ça devient une langue qui a un certain âge. Et les jeunes gens, en réalité, sont ceux qui parlent la langue la plus ancienne de ce point de vue-là, c'est-à-dire la langue des anciens. Et c'est pour ça que quand on revient à la langue du XVIIe, c'est un paradoxe, on y trouve une fraîcheur. Donc, vive l'invention, vive la créativité. Mais comme toujours, méfions-nous de l'illusion d'une créativité produisant de la nouveauté. Voilà. Je suis obligée de faire ce petit clin d'œil qu'en termes de fraîcheur et de langue de jeunes, dès demain, Mithridate de Racine. Et je peux dire donc on pourra l'entendre. Que Racine faisait un accord de proximité, comme on a vu avec Les garçons et les filles sont belles, et que dans Athalie, il dit « Armez-vous d'un courage et d'une foi nouvelle. » Ah, génial. Et la ministre, c'est présent au XVIIe. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur l'histoire de singer et de pas songer, parce que justement, loin de nous, et ça a été justement un questionnement, et au contraire, par rapport à Aya Nakamura, on voulait vraiment rendre ces lettres de noblesse, et je crois qu'Emeline, je trouve, l'a parfaitement bien fait. Est-ce qu'on peut dire qu'Aya Nakamura réinvente un langage, ou invente une langue ?
en fait, si vous l'écoutez parler de ses paroles, elle est énervée qu'on lui demande ce que ça veut dire. Elle dit, mais je sais pas, moi, on sait tous, on parle comme ça. Donc, je sais pas si elle l'invente, elle le chante bien, elle l'interprète, mais c'est le langage qui lui est familier. Donc, et après, elle a bien sûr une création, mais Pookie dans le side. Et puis, ce mélange d'anglais et de français, en effet, c'est très jeune. Enfin, c'est vrai que cette façon d'intercaler d'autres, voilà. Très bien. J'aurais aimé passer à la question du faire et du dire. Ce que je trouve assez intéressant dans le micro-trottoir, à un moment, enfin, il y a beaucoup de choses, ce micro-trottoir est très intéressant, mais il y a, juste pour terminer là-dessus, avant de vous passer la parole, à un moment, une jeune fille dit, tu dis tout le temps, d'ailleurs c'est elle qui l'a repéré chez son camarade, tu dis je lui fais au lieu de je lui dis. Et il y a quelque chose d'assez intéressant de cette démarche. Ça veut dire aussi, comme tout à l'heure on parlait de la langue et les militants, ça ne règle pas tout, mais ça veut dire quand même qu'il y a un processus performatif dans la langue. La langue permet de rendre visible ou de créer quelque chose, et peut-être même peut être un vecteur, voilà, comme un maire par exemple qui marie le maire quand même par une parole, dit je vous déclare unis par les liens du mariage. Est-ce que du coup c'est la langue finalement elle fait plus que dire, elle fait faire? Et sur cette histoire de dire et de faire, je sais que tu as des choses à nous dire assez passionnantes. Oui, enfin, je crois qu'à chaque fois que je viens ici, j'en parle. Ça, je reprends. C'est avec un grand plaisir que je reprends. C'est un constat qui m'est venu en constatant une sorte d'évolution de la langue médiatico-politique. Et ce qui est frappant, c'est l'omniprésence du verbe faire. Enfin, c'est vraiment frappant. Hein. On fait sens, on fait nation, on fait société, on fait langue, on fait parole, on fait... Et donc il me semble qu'on peut interpréter ça comme, alors d'une manière marxiste, comme l'effet idéologique d'une société obsédée par la production, c'est-à-dire on fait. Donc c'est une société qui ne prend plus son temps de contempler, puisque quand on contemple une œuvre d'art, par exemple, précisément on ne fait pas, on s'ouvre hein, à quelque chose qui nous affecte, c'est comme en amour, quoi. Il faut accepter d'être touché, il faut arrêter de faire. Hein. Dans la langue française, quand on fait l'amour, ça veut dire qu'on le fait être, qu'on le fait naître par les mots. Hein, c'est pas une activité performative et physique. Mais on peut aussi, alors donc c'est une lecture marxiste, mais on peut aussi se demander s'il n'y a pas malgré tout une obsession de la construction, de l'élaboration, alors qu'on ne fait pas nation, on s'associe pour produire de l'unité. On fait pas sens, on interprète, on dit, on explicite, vous voyez. C'est-à-dire que la langue dit suffisamment cette espèce de langue qui ramène tout à quelques termes. Par exemple, parce que tout à l'heure, j'étais un peu troublé à l'idée qu'on puisse dialoguer avec soi-même dans une langue, une prononciation qu'on invente. Moi, il me semble qu'une langue, c'est quelque chose qui est aussi une musicalité et quelque chose qu'on a en commun. Quand je l'ai dit tout à l'heure, quand je me parle à moi-même, je parle à tout le monde en même temps, dans une certaine mesure. Hein, il y a quelque chose qui se produit de cet ordre-là. Mais les jeunes gens, eux, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, pour reprendre ça, c'est que cette langue médiatico-politique, elle est mécanique. C'est incroyable. C'est de la pure mécanisation. Mais c'est incroyable. Enfin, faites l'expérience. Vous prenez 20 minutes. C'est la novlangue. Hein. On décrypte, on n'explique plus, on décrypte, on n'interprète plus, on fait sens, etc. Enfin, c'est incroyable. On pourrait faire la liste, on impacte. Ça, c'est on impacte, j'adore. C'est-à-dire, on n'est plus touché, vous voyez, parce qu'on a des ressentis, on n'a plus de sentiments. On éprouve un sentiment, ça veut dire qu'on est affecté. On a des ressentis, ça veut dire qu'on n'est pas touché. On les met sur la table, voilà mes ressentis. Donc là, il y a quelque chose qui est comme une espèce de moi hypertrophié qui prétend tout fabriquer, tout faire, etc. Donc, alors que les jeunes gens, eux, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que la langue qu'on a entendue tout à l'heure, c'est une langue qui a de la chair. C'est une langue qui dit quelque chose, qui est une pensée qui entre dans le monde. Ouais, puis qui active quelque chose. Voilà, c'est ça, elle construit. C'est aussi ça. Le faire, il est là. Ça manque de chair. Elle est performative. Hein. Oui, et enfin, elle est performative et c'est comme si ceux qui parlaient faisait entrer dans le monde quelque chose de singulier. En plus, il s'oppose à la manière de parler des adultes, tout ça. Hein. Mais c'est comme s'il y a une musicalité. Tout à l'heure, vous parliez de cette chanteuse. Là, quand on entend, moi, je comprends rien à ce qu'elle dit, mais je trouve que c'est bien fichu. C'est-à-dire, il y a une sonorité. Vous voyez, il y a quelque chose qui est une musicalité. Ça, c'est pas du tout la novlangue politico-médiatique. Hein. Là, je pense qu'une fois, j'ai entendu sur un plateau des gens se moquer de cette langue-là, alors que dans toutes les phrases qu'ils prononçaient, on était dans une mécanisation. Je vois l'heure, en fait, c'est passionnant. Et surtout, j'aimerais pouvoir vous passer la parole, si vous en avez envie, avec vos mots, avec ce que vous voulez. L'idée, donc, pas de micro qui circule. Hein, voilà, vous connaissez les raisons. Ça fait malheureusement un moment qu'on les connaît. Demain, on baisse le masque, hein, quand même. Pardon.
À l'extérieur, oui, non, c'est parce que j'étais... Pardon, bien sûr, à l'extérieur, vous inquiétez pas, je le mettrai ici. Oui, il faudra pousser la voix pour les questions et j'essaierai, excuse-moi Fanny, j'ai compris, j'arrivais. On n'avait pas ton langage. D'habitude, on a la même langue et voilà. Et je tâcherai de les répéter si vous voulez bien, non pas pour les formuler dans un meilleur vocabulaire, mais plutôt pour les spectateurs du web. Si j'y arrive, et vous m'y aiderez également, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Peut-être pas en fait. Si, madame. Alors, je trouve ça très intéressant. Mais l'écriture inclusive, c'est bien. Je trouve que beaucoup de journalistes, de politiques, les prennent pour se faire, pour dire qu'ils vont toucher tout le monde, mais que ça, malheureusement, ça ne change rien, mais ce qui s'appelle rien. Donc, il ne faut pas que ça... J'ai l'impression que c'est un moyen plus qu'une manière de vivre, d'être plus profond de soi. Parce que normalement, c'est une manière d'être et de vivre au fond de soi. Mais malheureusement, je crois que ça n'en prend pas le chemin. Alors, j'essaye de répéter la question. Vous voulez qu'on répète la question? Oui, il le faut en fait, Julie, pour les spectateurs du web et pour la transmission. On va répéter la question. Très bien, merci. Alors, je trouve ça très bien l'écriture inclusive, dit madame. Je vais me permettre un petit peu de la résumer et de la raccourcir, mais notamment par leur utilisation chez les politiques, c'est notamment ce que vous pointez, hein, sur l'utilisation chez nos politiciens et nos politiques, qu'elle serait en fait quelque part comme un leurre et... Les politiques ou les grandes sociétés, les patrons... Les dirigeants, on va dire les dirigeants ou les patrons, voilà. Et que ça serait en fait un leurre. Et c'est un petit peu sur la question justement qu'on a essayé de soulever tout à l'heure, mais peut-être pas suffisamment, c'est jusqu'à quel point c'est pas parce qu'on visibilise le combat et la lutte par le langage que ce combat et cette lutte sont réglés. Et madame dit même ça n'avance pas, que même c'est presque... Vous êtes même assez remonté. Non, pas tant, si. Est-ce que vous voulez répondre? Oui, avec plaisir. Merci madame pour cette question. En fait, c'est sûr que c'est un moyen, un outil linguistique, et qu'après, comme tous les outils et les moyens, les hommes politiques dont c'est le métier de savoir convaincre grâce aux mots, c'est des rhéteurs, vous savez, donc ils connaissent l'art de manipuler, de convaincre grâce aux mots. Bien oui, c'est les premiers à s'emparer des outils linguistiques pour juste faire semblant, vous voyez, pour affirmer une position. Après, je pense qu'il y a quand même d'autres personnes qui vont s'en emparer pour qui sera un réel sur les sens et que ce sera vraiment motivé par un vrai désir de faire changer les choses. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre de côté un outil sous prétexte que certains l'utilisent mal. Oui. C'est une bonne... ouais, c'est assez juste, assez honnête. Monsieur, une question? Le moment des hommes politiques, c'est une vanité affichée. Un discours comme a prononcé Macron sur le Rwanda, c'est un discours très écrit. Donc dire que la langue politique est toujours homogène, c'est à quel endroit elle se dit. Si elle se dit à BFM à 19h15, elle n'est rien, et ah oui. À 22h30... La langue politique n'est pas la même selon les supports de diffusion. Voilà, si c'est BFM ou un discours d'inauguration ou de mémoire. La nuance, c'est le mot à la mode. L'alliance, le mot à la mode. L'alliance, je crois que c'est toujours important, y compris quand on fait une typologie, qui a toujours tendance à être un peu négative quand on parle des dirigeants ou des hommes politiques. Je me protège pas. Tu veux réagir, Jean-Marie, là-dessus, sur le langage et les différents supports de diffusion? Et puis sur la question posée à 2 reprises sur le rapport de la langue à la politique, en fait, c'est ça que vous posez comme question. Moi, il me semble que dans le champ républicain, un authentique politique ne s'adresse pas à la foule, mais au peuple. Et ça, c'est un peu compliqué, parce que s'adresser à la foule, hein, depuis les sophistes platoniciens, on connaît, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire appel au désir, aux passions, etc. S'adresser au peuple, c'est s'adresser à des personnes comme si, alors même si c'était des êtres de raison, de sorte qu'un vrai politicien républicain n'hésite pas à faire écrire ses discours. C'est-à-dire que la spontanéité qui consiste à dire je vais me lâcher et puis vous allez voir à quel point je suis engagé, là c'est vraiment chargé d'illusions. Mais ça suppose non seulement un respect de la langue, mais d'abord peut-être un respect de ceux à qui on s'adresse. Oui, monsieur. Ah, pardon. Je me posais une question ouverte sur la neutralité de la langue. Oui. Je n'ai pas de réponse, du coup c'est une question que je pose. À quoi ça peut servir de
pense que Tristan a essayé... Ah oui, donc pardon. Alors, quel est le sujet et la question est sur la langue neutre, en gros, à quoi ça sert et quels intérêts il trouve, parce que vous dites je suis de genre masculin et j'affirme ce genre, et quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'on cherche Oui. Les différences de genre. Du coup, j'aimerais savoir quel intérêt il y a derrière ça. Alors voilà, que vous avez l'impression qu'on gomme une identité, et du coup c'est ce que vous interrogez là-dessus. C'est vrai que c'est dommage que Tristan soit pas là pour le coup pour nous répondre, parce que je pense que ça serait vraiment, même si Julie va nous faire une formidable réponse. Oui, non, mais je pense qu'il aurait répondu, Ah j'espère. bah oui. Il a déjà un non, mais peu... c'est en effet pour les communautés qui ne se reconnaissent pas dans ces deux genres, masculin et féminin, on est d'accord. Hein, et c'est dans les pays où les revendications de ces minorités émergent qu'il y a ce souci, cette attention à ce que ces personnes-là... Donc en fait, c'est encore plus inclusif. La réponse est tout simplement, l'idée serait que c'est plus inclusif. Et que quand vous avez... et d'ailleurs, en Allemagne, vous savez, maintenant, sur les États, les documents officiels pour dire à la naissance sexe masculin ou féminin, maintenant, il y a quelque chose qui veut dire autre. Donc ça fait partie de ce même mouvement, en fait. Hein. Oui, oui. Et en tout cas, Tristan parlait d'aller plus loin, encore plus loin. Donc oui, c'est ça, c'est encore plus inclusif. Et la question de la superposition, en fait, dans son alphabet, en tout cas. Donc ça veut dire qu'on a les deux genres. Ça veut pas dire qu'on n'en a pas. Enfin, voilà. On peut ouais. Mais pour revenir juste au contexte dont vous parliez sur BFM, monsieur, ou tout ça, c'est-à-dire qu'en effet, la langue, la pertinence de ce langage inclusif, moi j'aime bien répéter que c'est dans des contextes très spécifiques, hein, et c'est pas très nombreux. Ces contextes sont pas si nombreux, c'est les hommes politiques qui parlent, comme vous disiez, à la foule ou au peuple, donc à plusieurs personnes qu'ils essaient de représenter dans leur discours. Donc monsieur, vous vous trouverez sans doute représenté très bien dans plein de textes où on parlera des hommes normalement, c'est-à-dire qu'en fait, les textes de fiction, pour la majorité, n'ont aucune raison de mettre des formes avec le point médian ou de dépasser. Quand on parle d'un individu au singulier et qu'on sait qui on veut représenter, on dira, voyez. Donc c'est vraiment des contextes assez rares. Moi j'ai acheté les Inrocks en venant ici, que j'achète pas souvent, parce que vous savez que peut-être que c'est un des seuls magazines qui s'est converti véritablement au langage inclusif. Et je me suis dit, tiens, on va voir, quelqu'un qui le pratique vraiment du début à la fin. Bon, honnêtement, ça se voit à peine. Ça se voit à peine, c'est-à-dire que il y a quelques points médians ici et là. Après, vous savez, donc les droits de l'homme, j'avais fait mettre ça sur le tableau, puisqu'il y a beaucoup de pays, la plupart ne disent plus les droits de l'homme, ils disent les droits humains. Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains. Tous les hommes sont égaux. Eh bien, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Vous voyez, en fait, le Robert 2020, édition 2020, a déjà changé toutes ces formules. Hein, les grands hommes, tout ce qu'il y avait sur le tableau, ce n'est plus dans le Robert 2020. Mais vous n'en êtes pas aperçu parce qu'on ne vous l'a pas dit. Mais en fait, progressivement, ceux qui regardent les dictionnaires ne diront plus jamais les droits de l'homme, ni les grands hommes, ni dans la mémoire des hommes. Vous voyez, diront la mémoire collective, par exemple. Jean-Marie, je crois que tu voulais réagir. Oui, alors là encore, je vais essayer d'adopter une posture qui n'est ni celle du conservateur que j'évoquais tout à l'heure, ni celle du révolutionnaire. Droit de l'homme, droit humain. Alors moi, ce qui me gêne, en fait, c'est pas humain. C'est le fait que d'un seul coup, on remplace le substantif par un adjectif. Parce que droit humain, c'est pas très clair sur le plan de la langue. Il faudrait dire les droits de l'être humain. Ça, je comprends. Pourquoi pas? Alors là, on supprime homme et à la place, on met de l'être humain. Ça marche. Mais les droits humains, tous les droits sont humains. Je veux dire, le droit de la propriété, c'est un droit humain, dans la mesure où c'est une convention humaine faite par l'homme. Donc l'évolution de la langue, elle est toujours à prendre. Mais encore faut-il qu'elle garde un sens véritable. Vous voyez, c'est pour ça, tout à l'heure, j'ironisais un peu sur faire, décrypter, tout ça. C'est-à-dire, si on perd du sens, c'est dommage, simplement. Mais vive l'évolution de la langue. Qui juge? Qui est la police de la langue? Ben là, c'est la pensée, simplement, qui, quand elle entend droit humain, enfin, chacun fait le test, moi, quand j'entends droit humain, j'entends c'est un droit humain, pas un droit des êtres humains. Oui, mais moi, j'entends peut-être autre chose. Oui, mais l'adjectif... Ils entendent les droits de l'homme dans le Monsieur public. Ah oui, alors... Est-ce que finalement, c'est une question que j'adresse à vous qui êtes spécialiste, est-ce que le bon niveau pour mesurer l'évolution de la langue, et quelle que soit la langue, on ne parle pas que du français, ce n'est pas finalement, est-ce que le curseur, ce n'est pas le niveau de compréhension du peuple ou de la population pour mesurer la bonne évolution, puisque vous avez parlé de conservateur et de révolutionnaire, moi j'abandonne plutôt ces deux termes pour que le peuple s'y retrouve.
articulation. Puisqu'à l'origine, quand on a deux personnes, et j'emploie le mot personne à dessein, deux personnes doivent se comprendre à l'origine du monde. Donc, le langage en fait partie, qu'il soit écrit ou oral. Donc, à partir du moment où on le fait évoluer, si elles ne se comprennent plus, quid? Et autre question qui rejoint. Alors, là, c'est une réflexion, donc j'attends vos éclairages. Et l'autre réflexion qui me vient à l'idée, comment on fait évoluer la langue des signes? Est-ce que la langue des signes, c'est uniquement le reflet des mots? Ou est-ce que la langue des signes est autonome par elle-même? Et est-ce qu'elle est créatrice? Est-ce qu'elle est auto-créatrice? Intéressant. En tout cas, on m'a fait signe en régie que je n'avais pas besoin de répéter les questions, finalement. Donc, je vais vous laisser répondre directement. D'accord, ben merci beaucoup. Et je suis d'accord avec vous. C'est peut-être pas vraiment une question non plus, votre première question. C'était une remarque qui était très juste. Je suis d'accord, il faut que tout le monde se comprenne. Et c'est les personnes, à partir du moment où on se comprend, que tout va bien. Mais parfois, il faut faire un effort pour comprendre aussi. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on a tendance à ne pas avoir envie de faire cet effort linguistiquement. Pourquoi? Parce que la langue, c'est quelque chose qu'on maîtrise à partir de quand on a 4 ans, c'est parler en fait. Donc après on apprend des règles et c'est difficile et puis on les connaît, on les maîtrise, donc on veut plus qu'on nous remette le sujet sur le tapis, vous voyez. Ça suffit en fait. Moi je sais parler. De quoi tu parles? Donc on est très réfractaire à ça. Donc parfois pour se comprendre, il faut encore faire quelques efforts et parfois ça procure du plaisir. Les droits humains, votre réaction, je suis d'accord avec vous, sauf que c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de l'entendre comme ça. Et l'adjectif dans d'autres syntagmes nominaux, il a déjà ce type d'apport. Enfin bref. Et votre deuxième question, le langage des signes, je ne suis pas spécialiste du tout, mais je crois connaître par certains collègues que c'est un système de représentation tout à fait spécifique. Et donc je ne sais pas. Mais sans doute évolue-t-il aussi, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi il n'évoluerait pas. À creuser, ouais, tout à fait. On va devoir avancer. Je crois qu'il y a une toute. Je suis désolée, vu l'heure, on va devoir clore, mais il y a une toute dernière question si elle peut être assez rapide, monsieur, parce qu'il est 20h. Et on a déjà dépassé. À quoi ça sert de faire évoluer la langue? Ah mais ça c'était... Vers l'influence grandissante de l'hégémonie linguistique du globish. Alors moi j'ai pas bien compris parce que globish je ne connais pas. C'est vrai, Jenny ne connaissait pas globish. Non, mais vous savez quoi, le globish, je pense qu'il est en train de diminuer doucement. En fait, c'est dans certaines entreprises où tout le monde parle anglais, comme ça. Moi, comme vous l'avez compris, sans doute, je tempère... L'américain, oui, mais bien sûr, mais parce que tant qu'on utilise les outils d'importer des entreprises et du modèle économique californien, par exemple, on va utiliser ces mots-là. Et quand on n'en aura plus besoin, qu'on sera débarrassé de ça, on ne l'utilisera plus. Je vais devoir clore. Tu veux le mot de la fin? Vraiment, un mot, Jean-Marie. Vraiment un mot. Leibniz avait envisagé la création d'une langue nouvelle pour permettre la communication de tous les hommes dans le domaine scientifique, esthétique, etc. Il s'est lancé dans la construction de cette langue et le projet est resté inachevé. Il n'a pas réussi. Je voulais vous remercier. Vous dire aussi que si nous n'avions pas de masque, c'est que nous avons tous réalisé un test Covid négatif ce matin. Voilà, pardon, j'aurais dû le dire au début, parce que vous avez peut-être été stressé tout le long et vous n'avez rien écouté. Si vous aviez un cluster, mot de l'année 2021. Donc ça ne sera pas ici. Je voulais vous remercier Julie Neveu, Jean-Marie Fray, et la régie, les caméramans, et vous toutes et tous. Et vous donner rendez-vous... Rendez-vous demain et après-demain pour écouter la langue de Racine, Mithridate, prenez vos places. Et également la saison prochaine pour la suite des cours publics. Surprise. En septembre. Bonne soirée. Au revoir. Merci à vous.